Bonjour à tous les fans d'aviation, mais pas seulement. C'est un honneur pour moi de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, dont c'est la vidéo inaugurale. Pour cette première fois, je vous propose de faire un peu d'archéologie aéroportuaire. N'ayons pas peur des mots, c'est un nouveau domaine de l'archéologie que je viens juste d'inventer. Je vais vous parler d'un système d'aide à l'atterrissage qui n'était pas électronique. Ou, à l'époque, comment on pouvait se poser sans visibilité, simplement en soufflant sur le brouillard. Et oui, il fallait oser. Pour ceux qui ne sont pas familiers de l'aéroport de Roissy, voici un petit rappel de situation. Alors, sur cette vue aérienne, merci Google, je vous montre la ville de Paris qui se situe ici. On peut voir l'aéroport du Bourget, ici. Et Roissy se trouve ici. Alors Roissy, c'est un peu plus de 3000 hectares, soit un tiers de la ville de Paris. C'est un aéroport assez vaste et qui s'est beaucoup étendu dans ses propres limites en fait. Sur cette seconde vue où on voit l'aéroport, on va distinguer très clairement les pistes nord, les pistes sud, alors les aérogares, ici, 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 le fret, et pour en venir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler de ça. Alors si vous prenez l'avion à Roissy ou que vous regardez une photo aérienne de l'aéroport, vous avez peut-être remarqué ces secteurs de disques en béton que je pointe ici et que j'entoure. Ils auront une forme de pétale ou de part de pizza, comme on veut. Et ils se situent au seuil 09 droite, on le voit ici sur la piste 1, donc au nord, et dans le cas d'un décollage, vers l'est. Il s'agit là d'une vue aérienne récente. C'est une photo IGN. Et ce qui est amusant, c'est de voir sur cette photo des années 70, une photo IGN également, de l'aéroport en construction, on les voit très très bien apparaître ici. À noter qu'il n'y avait à ce moment-là qu'une seule piste, la piste est-ouest-nord, dite piste 1. Et on voit également que ces aires en béton apparaissent sur un plan de masse. Sur cette belle photo des années 70, on voit très bien les zones bétonnées, là, en forme de part de pizza, avec leurs casemates enterrées en béton, ici. Et, fin du suspense, hein, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit des vestiges des aires de soufflage des turboclaires. Les turboclaires, ou FDS pour Fog Dispersion System, était un procédé qui consistait à se servir de la chaleur et de l'effet de souffle produit par des turboréacteurs stationnaires pour dissiper le brouillard. Alors statistiquement, il avait été compté qu'il y avait environ 30 jours de brouillard à Roissy par an. Le postulat de départ, c'était qu'il suffit d'élever la température de l'air de quelques degrés pour retrouver un ciel clair.
Alors mis au point par Jean Bertin, et comme vous allez le voir, pas très climate friendly, le dispositif fut installé à Roissy dès l'ouverture en 1974. Jean Bertin, pour l'anecdote, est un ingénieur diplômé de Polytechnique. C'est également quelqu'un qui est diplômé de l'École supérieure de l'aéronautique. Et il a inventé, entre autres, l'aérotrain, qu'on peut voir ici, dont on peut encore voir les vestiges du monorail en béton, si ça vous intéresse, au nord d'Orléans, pas très loin de la Nationale. Et vous pouvez également, si ça vous intéresse, jeter un œil sur l'excellent petit site des Amis de Jean Bertin. Je mettrai le lien en dessous. Et donc, c'est à partir de 1958 que Jean Bertin a mis au point le Turboclair sur un appel d'offres d'Aéroports de Paris. Il a d'abord été testé à Brétigny, puis à Melun-Villaroche, et le système a d'abord été implanté à Orly en 1970. J'ai pas retrouvé beaucoup d'images d'Orly. À noter qu'il a été approuvé par la FAA la même année. Alors à l'ouverture de Roissy, en mars 1974, c'était pas moins de 12 réacteurs, des Snecma à Tarsan 1D de 2,6 tonnes de poussée chacun, des réacteurs réformés de vol, qui sont installés dans des fosses de 3,60 m de profondeur et de 17 mètres de long au seuil ouest de la seule piste alors en service, donc la 0927, piste nord. Vous voyez une vue de ce turboréacteur à l'époque, c'était quand même assez sommaire. Alors, le procédé utilisait à la fois la vitesse d'éjection des gaz et leur température pour obtenir une dissipation correcte du brouillard. La direction du flux sortant des tuyères de dilution pouvait être ajustée grâce à une grille de sortie pivotante que l'on voit là, et qui était munie d'ailettes orientables. La mise en route des réacteurs se faisait à la demande du commandant de bord, à la tour de contrôle par radio, et dans le respect de procédures établies par les compagnies. Et comme on peut l'apercevoir sur ces photos de l'époque, des mesures ont montré que le flux d'air chaud apportait une réelle amélioration à la portée visuelle de piste, la RVR pour Runway Visual Range. Au prix bien sûr de quelques turbulences, mais plutôt modérées. Alors pour l'anecdote, et ça je m'en souviens, je l'ai vu, il arrivait souvent qu'après une mise en route demandée par un premier pilote, les appareils suivants qui se trouvaient en attente de conditions meilleures en stack, ils profitent de la trouée créée pour le premier avion pour demander un atterrissage tout de suite derrière. Ça faisait tout le monde se précipiter dans le trou. À vitesse de rotation stabilisée et après une phase d'accélération, les réacteurs tournaient à 7650 tours minute, les gaz sortant alors à 500 mètres secondes, 500 degrés. Dans ces conditions, leur consommation unitaire était de 40 litres par minute, soit environ 1500 litres à chaque intervention. Pour exemple, les tarifs demandés aux compagnies par ADP à l'époque pour la mise en route des Turboclair, lors de l'hiver 83-84, j'ai retrouvé ces chiffres, c'était les suivants. Pour un Boeing 747, environ 38 000 francs. 38 000 francs de l'époque, ça fait à peu près 13 000 euros actuels. Pour un 727, c'était 18 000 francs. Pour un 737, 16 000 francs. Et au final, avec l'adoption généralisée à partir de la fin des années 70, puis dans les années 80, l'adoption généralisée de l'ILS, et surtout, eu égard au coût de fonctionnement, le système fut définitivement arrêté. Et si mes souvenirs sont bons, c'était dans les années 87, je dirais. Merci à tous pour votre écoute attentive.
Et ne manquez pas la prochaine vidéo. Et un petit pouce en bas, c'est sympa. En guise de post-scriptum, voici quelques photos aériennes pour illustrer l'installation puis la disparition des turboclaires. Sur cette première photo de 1973, on voit nettement le chantier de construction, des aires de soufflage et des casemates en béton. On voit également que la piste s'appelle 09 et pas encore 09 droite, et pour cause, hein, c'était la seule piste, la 0927 à l'ouverture. Voilà une vue un peu plus précise en 1974 avec les travaux achevés à l'ouverture de l'aéroport. Puis celle-ci, prise en 1990, on voit toujours très bien le chemin d'accès et les postes enterrés où étaient positionnés les réacteurs de soufflage. Sur cette vue de 2008, on distingue bien les nouveaux taxiways qui écrasent les aires de soufflage du coup. N'oublions pas que le système a été arrêté en 1987. Et sur cette photo de 2011, on voit que les traces s'effacent de plus en plus. Si vous regardez une photo Google récente, vous verrez que les aires en béton sont de plus en plus grignotées par l'herbe. Merci encore de votre attention et à très bientôt, j'espère.